ce que j'ai sous les yeux et faire quelque chose avec ça. Bon, ce que j'ai sous les yeux, ça a concerné tous les travaux avec les flaques d'eau, ouais, tout ce qui était ça. Et puis faire quelque chose avec ça, c'est devenu, mais petit à petit, tout ce qui concernait les machines. Les machines, c'est-à-dire toutes les infrastructures collectives dont on se sert en ville, puisque bon, c'est là où je vis. Et moi, il y avait aussi, oui, il y avait cette volonté de travailler travailler en extérieur, avec des choses collectives, des choses dont tout le monde se sert, et moi de raconter des histoires avec ça, au fait. J'avais envie de toucher ce matériau-là, de manipuler ça. Et voilà. Euh, une chose, oui, c'est que, et ces deux choses, avant d'être des travaux, des vidéos, des machins, c'est avant tout des expressions du langage courant, et, qui me servaient qui sont un peu comment dire, des principes qui me servent à réfléchir, des expressions que j'aimais bien, auxquelles j'aimais bien, dont j'aimais bien me servir comme des éléments de langage, quoi. Et alors, ce que j'ai sous les yeux, ça concerne ce qui est de l'ordre du regard, de l'apparition des choses, c'est-à-dire des images. C'est-à-dire que c'est une expression après que j'ai un peu. Je me suis livré à une analyse de cette description, ce que tu me notais dans ce livre. Et donc ça décrit comment travaille le regard, en gros. Donc ça a vraiment à voir avec la notion d'image, tout ça. Et en revanche, faire quelque chose avec ça, c'est plutôt la description d'une méthode de travail. Mais les deux s'interpénètrent. Au début, je me disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que j'ai sous les yeux, et puis de faire quelque chose avec ça. Bon. Et puis, alors, faire quelque chose avec ça, la méthode, ça concerne par exemple le film de travail du piéton. C'est observer un événement, quel qu'il soit, dehors, en dégager une procédure, ensuite refaire la procédure manuellement, c'est-à-dire artificiellement, et de ça en faire un principe, et ensuite décliner le principe et traiter le principe, utiliser le principe comme un matériau. Et bon, ça c'est un truc dont j'utilise dans tout ce que je fais. Chose que tu évoquais dans tes questions et que tu me demandais quelle était. Alors, tu soulignais ça entre ce rapport-là de la déclinaison d'un même principe et essayer toutes les manières dont peut se renouveler ces principes-là, et tu t'assimilais ça à une méthode scientifique. Et tu me demandais après ça quels étaient mes rapports avec la science. Alors, c'est marrant parce que moi je savais pas que ça on pouvait assimiler ça à une méthode scientifique. Mais par contre, j'avais conscience que c'était une méthode. Ce que ça permet, c'est d'avoir recours à un principe. Un principe, c'est un cadre. Et, donc, ça permet de s'interdire des choses. Et je pense que quand tu veux faire un travail, engager un travail comme ça, une des choses les plus importantes, c'est de savoir ce que tu ne dois pas faire, surtout. Puis, du coup, le reste. Une fois après ce qui te reste, t'essayes tout ce qui est toutes les possibilités, et tu te contentes de ce que tu obtiens. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les méthodes empiriques
de la science. C'est-à-dire, mon rapport à la science, c'est pas le domaine chiffré, c'est pas l'aspect, c'est pas l'aspect mathématique des choses, mais qui, mais c'est par exemple, je sais pas, le pendule de Foucault. Ça c'est une expérience. Euh, Quand il faisait des démonstrations, il disait venez voir la Terre tourner. Et pour moi, c'est une forme de perception. C'est acquérir une perception de la Terre. Et ça prend en compte, finalement, c'est un dispositif assez total, enfin, ce que ça fait voir. L'image comme mouvement plutôt que comme état. Alors, comme état, faudrait préciser, mais il n'y a pas. Moi, comme état, j'entends comme constat, hein, comme une chose close un peu. Ça, pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'image comme état. Toute image est faite d'un mouvement, un mouvement de son apparition. Et pourquoi la photographie, ça nous a mis en. Enfin, l'image mécanisée, ça nous a mis en crise parce que ça a permis de faire des constats et qui donc sont pour le coup des états, des constats, c'est-à-dire des faits. Et ça a mis en crise. Ça a mis en crise notre rapport à la perception. Euh, Moi, enfin, ça c'est le 19e. Bon, moi, j'étais pas là au 19e, mais je sais pas, il y a des gens comme Baudelaire, par exemple, que je connais, que je regarde de loin, mais jugeait que la photographie c'était un artifice absolument indigne et que c'était pas acceptable, parce qu'il avait conscience de ça. Donc, il n'y a pas d'image sans apparition, et donc c'est en mouvement d'apparition. Et qui dit mouvement d'apparition dit la distance. Alors après, ce qui fait l'image, c'est des notions. Il y avait un. Là, je peux dévier un peu sur l'image latente. Il y a un truc que j'ai appris il y a bien longtemps après. C'est un programme de l'armée de terre, un programme d'entraînement de l'armée de terre, qui est un programme de technique de camouflage. Et ce programme s'appelle FOMEC. FOMEC, ça veut dire forme, ombre, mouvement, éclairage, couleur. Et bon, tout ça, c'est ce qui fait l'image, en fait. C'est ce qui fait les conditions dans lesquelles te sont donnés les objets, en fait. Et c'est en ce sens-là qu'on rejoint le mouvement d'une apparition, c'est que c'est pas la différence entre un objet et une image, c'est que tu es face à une chaise, tu dis bon c'est une chaise, mais si tu veux la considérer comme une image, tu considères ce qu'en langage formel, pour les artistes, ils appellent ça le dispositif, à partir du moment où ils utilisent des instruments d'outils, donc c'est considéré le dispositif dans lequel t'apparaît la chaise. Si on oublie qu'on est artiste et qu'on utilise une caméra et tout ça, et qu'on est juste quelqu'un avec un corps qui regarde, qui a des bras, des jambes, machin, à ce moment-là, tu considères la distance qui te sépare de la chaise, sa dimension par rapport à la dimension de ton corps. Est-ce que par exemple être devant une chaise comme ça, s'arrêter et puis s'approcher d'une chaise, c'est des choses totalement différentes, parce qu'il y a la vitesse à laquelle tu t'approches la chaise, enfin c'est tout ça qui fait l'image, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles t'apparaissent l'objet. Et quand tu te promènes avec quelqu'un, il y a souvent un moment, ce truc où il faut rentrer à la maison, et puis il y a toujours ce truc de est-ce qu'on est-ce qu'on repasse par le même chemin, est-ce qu'on reprend le même chemin. Et alors moi, dans ces moments-là, ma pulsion, c'est toujours de dire mais ce que tu appelles le même chemin, en fait, c'est pas du tout le même chemin. Alors bon, ça fait rire, mais ça rapporte pas un grand succès généralement, parce que c'est un peu ennuyeux, mais moi ça m'ennuie pas. Mais l'idée c'est de dire, on est passé par là à l'aller, si on repasse par là au retour, qu'est-ce qui change? C'est que ce qui était à droite se retrouve à gauche, ce
qui était devant se retrouve, ce qui était au début se retrouve à la fin, ce qui était à la fin se retrouve au début. Et même, au-delà de ça, tu peux aussi considérer la scansion que font tes pas, c'est-à-dire la taille de tes pas, la vitesse avec laquelle tu les fais. Tu peux faire des petits pas rapides, ou des petits pas lents, ou des grands pas. Enfin, tu peux varier tout ça. Après, il y a aussi ta hauteur qui détermine ce que tu vois. Et tout ça, on pourrait nommer ça toujours pareil, un langage formel, un dispositif. Mais tout ça, ça fait partie des conditions dans lesquelles tu vois les choses, dans lesquelles t'apparaissent les choses. Et c'est ça la différence entre une image et un objet. Souvent, ça chiffonne un peu les gens quand je dis mesure, parce que toujours pareil, on revient sur l'histoire de la science, enfin mon rapport à la science qui est minime, hein, qui est pas, je me fais pas mousser avec ça, hein, mais c'est vrai qu'on évoque souvent l'aspect physique, parce que moi je travaille avec des matériaux, des propriétés physiques. C'est une sorte de. C'est le matérialisme, ça ça m'intéresse, le matérialisme comme courant de pensée, parce que ça c'est-à-dire que les conditions matérielles d'existence des objets déterminent la pensée. Bon, après, dans le domaine social, politique, c'est l'intérêt économique, mais bon, ça c'est d'autres choses. Mais d'ailleurs, ouais. Et oui, c'est-à-dire qu'en fonction de l'outil de mesure qu'on utilise, on ne mesure pas les mêmes objets, on fait apparaître des objets différents. Ce qui est intéressant dans la mesure, la notion de mesure, par rapport à la notion, c'est une manière de se séparer un peu, enfin moi j'ai besoin de ça maintenant, mais de se séparer un peu de la notion de représentation, qui pour moi est trop encrassée, mais il y a d'autres gens qui s'en servent d'une manière absolument délicate, qui arrivent justement à décrasser le mot et le reprendre pour leur compte, notamment dans un sens théâtral par exemple, qui me semble sûrement plus intéressant que l'aspect, que le simple fait de dire je prends un objet, je le présente autrement. Mais la notion de mesure, ce qui est intéressant, c'est que ça te renvoie de toute façon à l'outil, à l'instrument de mesure. Donc moi quand je dis mesure, c'est ça en fait. Et alors on peut mesurer le monde en flaques d'eau, avec des flaques d'eau, on peut mesurer le monde en couleurs, on peut mesurer le monde avec un microscope, on peut mesurer le monde avec son propre déplacement, l'exemple que je prenais tout à l'heure. On peut mesurer le monde avec des mots, avec des phrases, chose que je ne me prive pas de faire, chose que tout le monde fait finalement. Ça c'est peut-être l'outil de mesure le plus ancien qu'on a. Et là on revient aussi à l'histoire, les premiers physiciens, qui moi en fait, si je me pouvais m'identifier à des physiciens, ce seraient les premiers physiciens antiques, comme Lucrèce par exemple, parce qu'ils n'avaient à leur usage comme outil d'étude, ils n'avaient quoi finalement que leur sens. Les outils mathématiques étaient extrêmement peu développés. Ils avaient quoi? Leur sens et le langage. Finalement, leur démonstration et toute la logique qu'ils mettent en œuvre, elle se fait dans les livres. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est avec les mots, les phrases. Et j'imagine que. Et c'est pour ça qu'à l'époque, ils étaient à la fois le philosophe, le poète, le physicien, tout ça. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien cette place, enfin cet état, ce statut-là, enfin ce truc-là, ça me plaît bien. Bon, maintenant c'est plus possible parce qu'on est compartimenté, mais rien ne nous empêche d'avoir cette approche-là. Il y a environ 2 ans, j'ai dû aller faire une visite médicale chez un médecin du travail et il m'a dit que mon cœur j'avais un cœur de sportif, parce que j'ai un cœur très lent en fait. Et j'ignorais totalement ça, ça m'a plutôt fait plaisir de me dire que j'étais un corps. Je fais pas de sport, à part de la calligraphie, pas de sport. Et c'est marrant que toi, alors la lenteur dans le travail, moi j'ai du mal à le dire, parce que lent par rapport à quoi? Moi c'est juste le rythme qui me convient. Après je peux le mesurer, on peut mesurer ça par rapport au rythme auquel va une société, au rythme, je sais pas, de la production dans le monde de l'art, ou bon, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à produire beaucoup vite, hein. Enfin, c'est un peu un. Je sais pas si c'est. Moi, ce que je donnais en fait de lent, c'était précisément le processus en fait. Ouais. Peut-être pas en fait, en réalité, toi, comme
dans ton parcours de production d'œuvre, mais le fait que comme il repose sur la notion de révélation, il semble qu'il implique obligatoirement une espèce d'attente qui rejoint ce qu'on a discuté avec Alex Pou récemment, qui disait moi je pose un cadre dans lequel j'ai confiance et je me dis que ça va venir, ou il y a la notion de quelque chose qui est, pour moi la notion d'image latente, elle implique un processus lent qui n'est pas dans la notion, comme tu viens de répondre, externe, mais interne au travail. C'est lent à l'intérieur même de la révélation. Si on veut aller jusqu'au bout, il faut quand même laisser venir les choses, en fait. Il y a un laisser venir que je trouve, si ce n'est à contre-courant, quand même pas une tendance forte de ce qu'on fait aujourd'hui, dans l'art et ailleurs. C'est-à-dire qu'on devient très interventionniste. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un retour à... ça c'est fond, c'est un grand principe qui a fait toute la grande sagesse des Chinois, et ce qu'ils appelaient le non-agir, qui est pas du tout ne rien faire, mais ce qui est installé, toujours pareil, installé avec par sa présence, les conditions d'un rapport, les conditions d'apparition des choses. Non, mais ce que je me disais, c'est que effectivement, un cœur lent pourrait produire des processus lents, et que c'est, comment dire, que pour revenir à cette idée de mesure, c'est qu'on mesure les choses avec par exemple, avec le rythme de son propre corps. C'est déjà la mesure de base, c'est la respiration et le battement du cœur. C'est les deux rythmes, c'est le rythme cardiaque pulmonaire qui sont déjà ça c'est un dispositif. C'est un super dispositif, ça. Après il y a le système nerveux, le système sanguin, tout ça conditionne la perception et ça conditionne l'élocution. Moi je sais qu'il y a des périodes où je respire mal, où j'ai un dérèglement de mon appareil respiratoire. Je sais pas, peut-être que je suis nerveux ou quoi, et je pose pas les mots au même moment, au bon moment dans la respiration, enfin cette espèce de dérèglement, et du coup j'arrive plus à aller au bout de mes phrases, et du coup la pensée s'en trouve complètement brouillée, pervertie. Mais pour revenir à ça, sur la manière dont la présence modifie ce qu'elle mesure, pour moi, l'image, la meilleure image possible, ce serait une personne dans une pièce vide qui écoute le battement de son propre cœur. Non pas à l'intérieur d'elle-même, mais comme étant une chose extérieure. C'est-à-dire que le battement c'est impossible, mais ceci dit, ça a existé. Que le battement du cœur soit assez fort pour produire un son qui sorte du corps et qui lui soit rendu par la résonance de la pièce par ses oreilles. C'est-à-dire qu'elle puisse entendre son cœur et la présence de son propre corps comme assimilé comme quelque chose d'extérieur. Ça, c'est l'image parfaite. Il n'y a pas d'objet, il y a juste toi, ta présence qui construit l'objet qu'elle est en train de faire. Bon, c'est ce que il y a une artiste conceptuelle qui avait résumé ça avec une formule en anglais assez parfaite. C'était seeing, c'est-à-dire en voyant l'acte de voir. C'est pour ça qu'on revient aux conditions d'apparition, c'est que tu peux pas voir sans comprendre la manière dont tu es en train de fonctionner, dont tu es en train de travailler ton propre regard. Tu peux pas isoler ça. Ou alors tu considères l'acte de vision comme un pur acte où tu t'abreuves comme ça, où tu te gaves de trucs, mais c'est pas, il y a aucun c'est aussi une forme d'apprentissage. Je veux dire, quand on regarde la peinture, on est un peu peintre à sa manière, je pense. Sinon, c'est une manière de rentrer dans le processus d'élaboration de tableau aussi. Voilà. Et je reviens sur cette histoire de pièce vide parce que ça a l'air aberrant. Une autre chose, par exemple, un grand fantasme, ça serait de chauffer, puisque nous on dégage de la chaleur, on est des êtres vivants et il n'y a pas d'image sans être. Enfin, en dehors de nous, les images n'existent pas. Mais ça serait, j'ai le fantasme de chauffer la maison avec mon propre corps.
C'est-à-dire pareil, c'est-à-dire de la chaleur que dégage mon corps, la récupérer, qu'elle puisse me chauffer moi-même, mais comme étant un radiateur, quoi. Enfin, le radiateur, ça serait le... Mais c'est là où, par exemple, si tu prends l'exemple de l'écho, qui est un peu le même exemple, la différence entre ta voix et l'écho d'une voix, c'est que on assimile toujours... je suis sûr que dans la mythologie, les légendes, il y a plein de choses sur l'écho. C'est que l'écho, c'est un peu une voix de déesse, la différence entre ta voix et la voix de l'écho. L'écho, c'est la voix qui t'est rendue, mais qui est passée d'abord par tous les petits interstices de la montagne, qui s'est perdue dans les méandres de la pierre, et qui t'est rendue, toujours pareil, avec une certaine distance. Voilà. Et cette voix, c'est autant la voix de la montagne que ta propre voix. Et ça, c'est aussi un principe parfait pour l'image. Et je termine sur une histoire qui est un truc qui est réellement arrivé à John Cage, qui voulait saisir donc ce que c'était que le silence, et il a fait une expérience accompagnée d'un médecin, expérience donc scientifique. Enfin, on revient sur l'histoire de la mesure. Et il voulait donc écouter le silence. Il est allé dans une chambre hermétique, isolée phoniquement. Il est rentré dedans et le médecin a fermé la porte, tout à l'heure. Il est rentré dedans, il s'est posté, et il a entendu un son très grave, un son très aigu. Et il est ressorti, il a dit: mais monsieur le médecin, il n'y a pas le silence à l'intérieur, il y a un son. Et le médecin lui a dit: bah oui, le son grave c'était votre système sanguin, le son très aigu c'était votre système nerveux. Donc voilà. Comme quoi, on ne pourra jamais saisir le silence, le rien, tout ce qu'on veut, parce que on ne peut pas saisir les choses sans saisir d'abord notre présence. Mais ça fait quoi comme ça? En fait, il y a un retrait qui se fait petit à petit de ma présence. Parce que de manière assez simple, c'est qu'au début on voit mon corps en train de faire l'image, et ensuite il y a une disparition de ça. Et ça mêle, ça mêle beaucoup plus d'accidents, d'événements hasardeux, et donc des séquences qui se modifient, qui avancent comme ça, de manière je pense, déployant. Donc ça engendre des temps plus longs. Qu'est-ce que je peux dire? Un truc qui me frappe dans ce travail maintenant, c'est qu'il y a un aspect un peu de... la dernière séquence du premier film, elle se termine sur une séquence qui s'intitule L'augure, et donc où on voit une flaque d'eau qui apparaît, il n'y a rien ne se passe. Rien n'apparaît apparemment, et puis seulement la flaque d'eau délimite une portion de ciel. Et c'est un ciel qui se limite à la dimension, finalement c'est un ciel qui a la dimension d'une flaque d'eau. Et on voit les oiseaux qui passent,
j'appelais ça l'augure, parce que l'augure, c'était un devin qui faisait les présages dans la Rome antique, et donc il dessinait un carré, et en fonction de l'endroit où apparaissait l'oiseau, ça dictait le présage. Donc si l'oiseau venait de sinistra, à gauche, c'était un mauvais présage, donc sinistre. Après à droite, bon, j'en sais pas plus sur ça. Mais ce qui est marrant, c'est que c'était une forme de rituel un peu. Et il y avait une forme... ça organisait un peu les choses. Et le film, le deuxième film, ce que j'ai sous les yeux, je trouve qu'il a gardé ça. Cet aspect, même si c'était pas le but au début, mais comme ça on place les choses. Et c'est un lien d'attachement un peu. Un lien, ça. Il y a un lien, c'est une manière de faire, d'établir un lien entre, par exemple, si je filme un arbre, entre la personne qui filme et l'arbre. Il y a ouais. C'est un peu comme, enfin les séquences, c'est un peu comme des, même si le mot est chargé, mais c'est un peu comme des prières, c'est-à-dire il me semble que on sent que la personne qui filme prend soin de ce qu'elle filme. Parce que c'est comme ça, ça réduit, c'est un environnement assez réduit, comme ça que 2-3 choses qui sont à leur place. C'est des séquences assez douces, assez calmes. Chose qui est complètement après contredit avec l'escalator, où là c'est la destruction de tout ça. Ce qui est bien à l'extérieur, c'est que c'est animé par tout un tas d'intensités, d'accidents, de choses. Ce qui est intéressant dans l'exposition de l'entropie, justement. C'est ça. C'est qu'est-ce qui reste dans une ville. Alors, la ville, c'est à la fois ça. Pour prendre un mot, j'ai un écosystème. Mais c'est à la fois ça, et à la fois, il y a toujours dans la ville un aspect autoritaire. Qui consiste à assigner des fonctions aux choses. Et on ne peut pas détacher notre expérience de la ville de ces fonctions-là. Et nous, on est sans arrêt assigné à des places et tout ça. Alors, le truc du principe de l'escalator et de tout ce que je fais avec les machines, c'est d'essayer de déverrouiller cette place-là. Ça se fait de manière inconsciente. Hein, c'est pas, là, on parle... C'est des choses qui sont pas dans le travail, ça, c'est des choses qui sont après le travail. Hein. Et c'est de répondre à ces situations-là, parce que ces machines-là, elles répondent qu'il y a des critères fonctionnels, des choses pratiques, c'est la fonctionnalité indiscutable. Et donc là, il n'y a pas de place pour l'expérience là-dedans. Il n'y a pas de place pour... parce que qui dit expérience, dit rapport d'observation. Voilà. Dit pouvoir décrire des choses. Donc entretenir un rapport d'attachement aux choses. Un rapport symbolique. Un rapport qui est de l'ordre du langage. Bon. Et quand on est... ces endroits-là, c'est la négation de tout ça. Et il y a dans le film sur l'escalator, essayer d'entretenir un rapport d'observation avec cette machine. Chose qui vous met face à un espèce de mur assez violent au début. Violent, ça va, mais c'est-à-dire que moi, quand je filmais, et dans l'expérience du film, et quand je regardais un peu tout ce que j'avais filmé, la perception de cette machine-là, en train de se dérouler, me rappelait
l'expérience, donc dans la perception de cette machine-là, me rappelait l'expérience de l'ouvrier qui travaille à la chaîne. Il y avait une espèce de... Parce que ça mêlait les ennemis, ce que ça a engendré au niveau de la perception. Hein, c'est pas... Moi, j'ai jamais travaillé à l'usine, mais ça incluait une forme d'amnésie. Ça, c'est tous les dangers, tous les écueils du film, pour moi. S'il peut y en avoir. Et en même temps, c'est bien qu'ils ressurgissent dans le film, qu'ils soient présents, mais qu'on montre comment le film essaie d'aller contre ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas, peut-être que ça a complètement disparu. Ça m'étonnerait, je sais pas. J'ai essayé, moi, dans le montage, dans tout ce que j'ai pu, tout ce que j'ai pu, dans la durée des séquences, l'ordre, enfin tout ça, d'essayer de gommer ces choses-là. Donc, qui sont inhibition, amnésie, brouillage, hypnose. Tout ce qui fait que vous n'êtes pas en train de vivre tout ce qui conditionne votre absence au moment où vous vivez les choses, et qui enclenche forcément une sorte de traumatisme. Moi j'assimile ces espaces-là à des formes de traumatisme. Et le film essaye... Alors le traumatisme, c'est ce qui fait pour moi à la révélation. La révélation de l'image. Bon, révélation, c'est un terme un peu mystico, je sais pas quoi, mais moi je n'emploie pas dans ce sens-là, mais la révélation, comment dire, il y a une forme d'éveil, c'est quand l'expérience coïncide avec le langage, il y a une espèce de plénitude comme ça, et qui est quelque chose qui est organisé, qui s'organise, pas organisé au sens... mais où les choses prennent place, ce que je disais tout à l'heure un peu sur la prière. Prier, c'est donner une place aux choses. Moi, je suis d'aucune confession, mais j'assimile néanmoins l'image d'une pensée religieuse qui serait plus proche de la pensée, la religion, le paganisme ou les religions animistes, des choses comme ça. Mais d'ailleurs, les légendes m'intéressent bien à ce titre-là. Les anciennes légendes, les légendes de la forêt, par exemple, qui pour nous, enfin pour moi, n'ont aucune réalité. Je suis confronté à des escalators plutôt qu'à des forêts, quoi. Et le film, pour ça que le film, moi je suis parti dans cette expérience de l'escalator, un peu comme je sortais des flaques d'eau et je me suis dit tiens, on va faire la même chose avec l'escalator. Eh ben non, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer, mon gars. Et on se retrouve face à une usine à fabriquer du piéton, qui recrache un peu les objets qui jonchent le sol. Et il y a une forme, je trouve que dans à l'inverse du film sur les flaques d'eau, où il y a un aspect où les choses coïncident, même si on ne peut pas nommer et décrire les expériences totalement où on les vit, on est quand même dans une disposition d'esprit qui nous porte vers un travail de langage, hein, qui nous met sur la voie de la formulation. Et pour moi, j'assimile toujours l'art, enfin en tout cas mon expérience de l'art, à cette promesse-là. Cette promesse d'une formulation qui fait le pendant à la perte du langage, qui est une expérience des plus terrible qu'on puisse, une expérience assez terrible, parce que quand vous perdez votre langage, vous perdez tout en fait. Il n'y a pas dans le mutisme, il n'y a pas d'expérience, hein. Enfin il y a que des absences vous perdez votre mémoire, et puis en perdant votre mémoire, vous ne pouvez pas donner de consistance aux choses que vous voyez dans l'instant présent, parce que l'instant présent c'est une prison, et vous perdez votre mémoire, vous perdez les émotions, vous perdez... Et c'est ça le traumatisme en fait. C'est ce décalage entre ce qui est vécu et ce qui est possible de formuler avec. Et c'est cette séparation entre le langage et l'expérience vécue. Et donc je reviens sur l'escalator. Pour moi c'est ça que ça montre. Parce qu'il y a une sorte à l'inverse, donc où dans les flaques d'eau ça coïncide, où c'est sur la voie de ça. Et dans l'escalator, ce qui est frappant, c'est que on n'est pas, en tant que personne, quand on regarde le film, on n'est pas du tout dans la même situation que sont les gens qui participent, eux, à l'expérience.
Parce que eux, ils participent à une expérience qui ne se reconnaît pas. C'est-à-dire que l'escalator, le film sur l'escalator montre le récit de cette expérience-là, mais qui n'est pas consciente chez les gens, qui se fait de manière involontaire. Et nous, on est comme la conscience de cette chose-là. Et cette conscience-là, elle peut naître grâce aux objets qui, eux, créent les conditions d'un récit, d'une dramaturgie. Le cadre, qui est un peu comme la scène de théâtre, où se passe ce ballet mécanique, comme tu disais, cette orchestration, qui est matérialisée aussi par la petite plaque métallique qui est à la sortie de l'escalator, qui est un peu comme une scène, et le rythme de déroulement de la machine, qui est un peu la durée qui fait le scénario. Enfin, disposer les objets, c'était la durée qu'on donne aux séquences. Et voilà, et il y a un moment dans le film, il y a une petite fille qui désigne un objet. Et c'est marrant parce que les enfants sont les seuls qui apparaissent entièrement, les enfants et les animaux, qui apparaissent entièrement dans le cadre. Et ils appartiennent un peu à une autre réalité, enfin, c'est une réalité dans la réalité, quoi. Et nous, on est plutôt... Moi, je pense que nous, on est plus à la place de cette petite fille qui désigne qu'à la place des passants, en fait. Mais nous, si on était dans les passants, si on passait au moment où... on ferait comme les passants, hein. Il ne s'agit pas de désigner les gens... Parce que parfois, on me dit, oui, tu veux observer leur réaction, genre, c'est pas mon souci, rien à attendre dans ce niveau-là. C'est pas la question. Et cette petite fille qui désigne un peu un moment des objets, cette expérience involontaire que font les gens, c'est pour ça qu'elle est un peu comme la conscience du film. Et nous, on est un peu... Et ce film-là, c'est une manière d'essayer de faire monter à la conscience des choses qui ne sont pas, à proprement parler, qui ne sont pas vécues. C'est un peu le contraire d'une expérience, ce film. Enfin, le lieu que ça désigne, c'est le contraire d'une expérience. Et le film essaye de fabriquer de l'expérience à partir du vide, à partir d'un vide d'expérience, et de fabriquer de la mémoire à partir de l'amnésie. Voilà. Parce que c'est des lieux... Il n'y a pas d'histoire avec ces lieux, enfin, il n'y a rien qui est vécu, à part des drames, comme je disais tout à l'heure, mais